Bonjour, je suis Paul-François Paoli. Je vous remercie de m'inviter au Cercle Aristote. Vous me connaissez un petit peu, je suis venu assez souvent, je suis venu pour mes derniers livres et je reviens grâce à votre invitation, donc je vous remercie, pour mon dernier bouquin qui vient de paraître aux éditions L'Artilleur le 15 janvier 2020, juste à la veille du confinement. Ce livre s'intitule « Aux sources du malaise identitaire français ». Le sous-titre est très important, « Valeurs, identité et instinct de collaboration ». Donc ce livre est paru le 15 janvier. Il était assez bien parti en librairie, est arrivé le confinement et aujourd'hui, bien sûr, comme beaucoup de livres parus en janvier, il a quelques difficultés. Donc je vous remercie de me permettre d'en parler. Pourquoi est-ce que ce livre est d'actualité ? Parce que nous sommes assez peu nombreux à essayer de réfléchir à cette question fameuse et très complexe, insaisissable pour certains, de l'identité. Les événements qui viennent de se produire ce week-end à Paris démontrent, mais ça fait longtemps pour ceux qui s'intéressent à la question, qu'il existe un très grave problème en France, un problème qu'on peut qualifier d'identitaire. C'est-à-dire que les événements que nous vivons avec ce psychodrame de l'affaire Traoré, sur lequel d'ailleurs je ne me prononcerai pas parce que je ne connais pas la question très précisément, mais ces manifestations autour de l'affaire Traoré sont symptomatiques de ce que je veux démontrer dans mon livre. Ce que j'ai voulu démontrer dans mon livre, c'est en fait que la France a un formidable impensé, a une formidable absence de réflexion, un formidable déficit de réflexion sur cette question de l'identité française. En réalité, je démontre dans mon livre, je le montre, mais je le montre à partir d'arguments logiques, et c'est un peu mon travail depuis des années. Je travaille beaucoup plus sur la logique que sur l'idéologique. Je trouve que nous avons trop tendance, lorsqu'il est question d'identité, à complexifier le problème en l'historicisant de trop. Dès qu'il est question d'identité en France, on nous parle de la Révolution française, on nous parle des valeurs de la République, on nous parle des questions identitaires, ethniques ou culturelles, et on oublie tout simplement une notion très simple qui est que, au fond, être français, dire que l'on est français, c'est quelque chose qui est relativement spontané, qui est relativement naturel pour la plupart des gens, parce que ça relève de la familiarité. Et j'aime beaucoup cette notion de familiarité. La familiarité, c'est simplement, vous avez un sentiment de familiarité avec votre pays. Et ce n'est pas spécifique à la France, c'est spécifique aussi à l'identité régionale. Quand vous êtes en Bretagne et que vous êtes breton, si on vous demande si vous êtes breton, vous répondez bien sûr, je suis breton parce que je me sens bien en Bretagne, parce que la Bretagne est ma région. Et bien ça devrait être pareil pour la France, sauf que pour la France, on brouille constamment cette question avec des questions d'ordre idéologique, politique, voire philosophique. Pourquoi ? Nous sommes le seul pays, avec peut-être les États-Unis, mais plus encore que les États-Unis, qui, dès qu'il est question d'identité française, nous ressentons le besoin d'évoquer la question des valeurs. Les valeurs de la France, les valeurs de la République. Or, cette question, et je le montre au début de mon essai, n'est pas directement liée à la question de l'identité. La question de l'identité, c'est un individu se pose la question de savoir qui il est et il y répond. Et il n'y répond pas en se posant la question forcément des valeurs ou en se posant des questions d'ordre historique. Je montre dans mon livre, au tout début de mon livre, et je pense que c'est l'argument le plus original, le plus singulier de mon livre, et pourtant le plus simple. J'affirme, et je le démontre, qu'un peuple, s'il existe, est indépendant de ses valeurs. C'est quelque chose qui peut scandaliser beaucoup les Français, mais un peuple, s'il existe, en l'occurrence le peuple français, est indépendant des valeurs, fussent-elles républicaines. Je le démontre à partir de quelques exemples historiques qui, à mon avis, sont incontestables. Je prends l'exemple de 3 pays qui ont adhéré au totalitarisme. Le Japon, l'Italie de Mussolini, l'Allemagne d'Adolf Hitler. Ces pays, ces peuples, en quelques années, se sont convertis à la démocratie libérale. L'Italie, jusqu'en 1935, était massivement derrière Mussolini. 10 ans plus tard, ce pays était massivement derrière la démocratie chrétienne et le Parti communiste italien. En simplement 10 ans,
le peuple italien a changé de valeur. C'est la démonstration que les valeurs ne constituent pas un peuple. Le peuple italien est indépendant des valeurs historiques, idéologiques, qui ont été les siennes à un moment donné. Pour le peuple japonais, c'est encore plus flagrant. Le peuple japonais a été véritablement subjugué par l'impérialisme nippon, et les aventures de l'impérialisme et du nationalisme nippon ont véritablement séduit une grande masse de Japonais. Le miracle japonais, 15 ans plus tard, c'est l'adhésion du Japon au modèle libéral, capitaliste, consumériste américain. En 15 ans, ce peuple a changé de valeur. Et pour autant, les Japonais n'ont pas cessé d'être Japonais. Et l'exemple le plus flagrant et qui scandalisait le plus Hannah Arendt, c'est l'exemple des Allemands. On le sait, Yann Kershaw et beaucoup d'historiens l'ont montré, si les Allemands n'ont pas tous été nazis, dans leur grande majorité, ils ont quand même fait confiance à Hitler jusqu'à très tard. Jusqu'à 1944, s'ils se méfiaient de Göring ou s'ils se méfiaient de Goebbels, ils faisaient confiance au chef charismatique. Quelques années plus tard, l'Allemagne était divisée en deux. On se rappelle la fabuleuse formule de François Mauriac, j'aime tellement l'Allemagne que je préfère qu'il y en ait deux. Et à l'Est, le peuple allemand a adhéré aux idéaux soviétiques, aux idéaux du marxisme-léninisme, à l'Ouest, aux idées et aux principes de la démocratie libérale pro-américaine. Le peuple allemand a-t-il disparu? Non, il a continué, il a perduré dans son être et finalement il s'est réunifié après l'effondrement du mur de Berlin. Donc, ce que je montre, la base de mon argumentation, les peuples sont indépendants de leurs valeurs. Les valeurs sont historiques. Ma réflexion est d'ordre historiciste. Je pense qu'un peuple change moins que ses valeurs. Les Irlandais restent les Irlandais, même s'ils sont moins catholiques qu'il y a 30 ans. Les Italiens restent les Italiens, même s'ils sont moins catholiques, fascistes ou communistes qu'il y a 50 ans. Donc, ce qui constitue un peuple, ce ne sont pas ses valeurs. Pourquoi est-ce que je pars de cette démonstration? Pour essayer de désobstruer le débat sur l'identité française. Sarkozy a lancé il y a quelques années un débat sur l'identité française, il s'est complètement emmêlé dans les pédales, parce qu'il a suivi les arguments de gens qui lui ont dit d'accord pour débattre de l'identité, mais surtout à partir des valeurs, les droits de l'homme et les valeurs républicaines. Or, c'est un non-sens. C'est un non-sens. Ce qui spécifie une identité, c'est ce qui fait de vous un être particulier. Des valeurs qui sont universelles, qui se proclament universelles comme les valeurs républicaines, ne peuvent pas singulariser un groupe humain. Donc, la question que je pose, c'est celle-ci. Elle est provocante et elle est élémentaire. Est-ce qu'il existe un peuple français en France? Nous savons tous qu'il existe des citoyens français. Mais est-ce qu'il existe un peuple français en France? Et s'il existe, comment l'appréhender? Eh bien, ma réponse, elle n'est pas idéologique, elle est relativement simple, elle est relativement élémentaire. S'il existe un peuple français en France, il est composé de gens qui, quelles que soient leurs origines, se considèrent comme français spontanément, naturellement, parce qu'ils ont un rapport familier avec ce pays. Ils ont un rapport de familiarité avec ce pays. Cette familiarité passe par un amour des paysages de France, qui sont très beaux, le fait de se sentir chez soi en France. Cette familiarité passe par la langue, cette familiarité passe par la culture, mais pas forcément uniquement par la culture d'élite. Cette familiarité passe par les mœurs. Et à partir du moment où vous avez ce cadre, vous comprenez tous les débats qui existent aujourd'hui sur l'islam radical, sur le communisme, sur le communautarisme racial, dont on vient de voir la démonstration ce week-end avec l'affaire Traoré, sur les indigènes de la République. Forcément, ça fait 50 ans qu'on explique à ces gens qu'être français, c'est être républicain, c'est être universaliste. Et eux, qu'est-ce qu'ils vivent? Ils vivent des situations qu'ils ressentent comme discriminantes et comme inégalitaires. Et ils nous disent, mais alors vous n'êtes pas français si vous n'êtes pas républicain. Pourquoi est-ce que nous ne sommes pas dans le pays de l'égalité et de la fraternité? C'est ce que nous dit Omar Sy des États-Unis, où il a une vie florissante et où il vient donner des leçons aux Français. Donc, ce que je propose, c'est une rupture culturelle, c'est une évolution culturelle, c'est même une révolution culturelle. Je propose que la droite, les souverainistes, les patriotes, le grand parti des patriotes, resituent le débat de l'identité à partir d'une affirmation de familiarité et d'une affirmation subjective. On sait très bien que la question d'identité est complexe parce qu'elle
est fondée sur la rencontre d'une identité objective, c'est-à-dire la façon dont les autres vous objectivent, vous voient, et l'identité subjective, c'est-à-dire la façon dont vous vous ressentez vous-même. Quand je vais en Corse, et c'est en Corse que j'ai pris conscience de ce problème, les pinsuti, comme on dit, les continentaux qui vont en Corse demandent aux Corses « Mais vous êtes français, oui ou non ?» Alors les Corses répondent « Bien sûr, on a la nationalité française, mais d'abord, avant tout, on est Corse. » Et puis même certains d'entre eux disent « Et puis finalement, nous, on ne se sent pas français. On est Corse et on est exclusivement Corse. » Pourquoi en est-on arrivé là? Pourquoi en est-on arrivé à cette dissociation? Parce qu'à partir du moment où on fonde un pays sur des valeurs et non pas sur une communauté de ressemblance et de similitude, on va vers un hiatus et vers une dissociation. J'ai mis en exergue de mon livre une formidable citation de Stendhal, qui disait ceci, et Stendhal pourtant était républicain. « La vraie patrie est celle où l'on rencontre le plus de gens qui vous ressemblent. » Stendhal a dit ce jour-là quelque chose de très simple et de très profond. L'énorme crise que nous vivons aujourd'hui, l'espèce de chaos politique et moral, idéologique que nous vivons en France, vient du fait que la France est une nation complètement archipélisée. Comme l'a montré Jérôme Fourquet, la France est une nation qui ressemble maintenant à une espèce de vache qui rit, c'est-à-dire complètement archipélisée. Or, pour moi, et là-dessus c'est un désaccord que j'ai avec Jérôme Fourquet, une nation archipélisée n'est plus une nation. Une nation, c'est un vivre ensemble spontané et inconscient, on ne s'en rend pas compte. Jusque dans les années 70, le débat sur l'identité n'existait pas. Le gaullisme était passé par là, une certaine idée de la France avait été restaurée, et quand Jacques Chirac, en 1966, à la télévision, affronte Georges Marchais, jeune secrétaire du Parti communiste, il ne viendrait à l'idée à personne de se demander si Georges Marchais est français ou si Jacques Chirac n'est pas français. La question ne se posait pas. On pouvait être communiste et français, gaulliste et français, d'extrême droite et français, libéral et français, catholique et français, marxiste et français. Pourquoi? Parce qu'être français n'a rien à voir avec l'idéologie et ce n'est même pas une question de valeur. C'est tellement facile à démontrer que ce n'est pas une question de valeur. Qui peut nier que Maurice Thorez, en 1939, quand il déserte la France pour l'Union soviétique, on lui retirera la nationalité, il sera déchu, et malgré tout français, même s'il déserte et même s'il trahit. Qui peut nier que Pierre de La Rochelle, qui vient de rentrer dans la Pléiade, qui est un très grand écrivain et qui malheureusement pour ce pays, malheureusement pour la littérature de ce pays, a été une des vedettes de la collaboration pro-allemande, qui peut nier que c'est un écrivain français, qui écrit un français superbe et qu'il était français lui-même d'origine normande. Qui peut nier que Jean Moulin et Charles Maurras, qui se sont affrontés idéologiquement, l'un un républicain radical socialiste, l'autre monarchiste et réactionnaire, étaient tout autant français l'un que l'autre. Donc, ce n'est pas la question des valeurs. Barrès et Marcel Proust s'estimaient, ils avaient une correspondance, et même Charles Maurras avait une correspondance avec Marcel Proust. Ils s'appelaient maîtres l'un l'autre, et ils étaient tout autant français l'un que l'autre. Proust, d'origine en partie juive, était bien sûr français. Charles Maurras, d'origine provençale, mais aussi avec des petites origines berbères, était évidemment français. Donc, qu'est-ce que c'est qui fait la francité, un grand mot entre guillemets? C'est le fait de se sentir en familiarité avec un pays et de se sentir en une relative ressemblance avec d'autres. Pourquoi en mai 68, les gaullistes et les communistes ne se sont pas affrontés? Ils se détestaient. Il y avait une inversion idéologique, il y a eu des bagarres. Dans les années 54, lorsque De Gaulle a fondé le RPF, les militants communistes attaquaient les meetings du RPF et ça se battait dans les rues. Et pourquoi on n'est pas allé plus loin? Mais parce que, au fond, un père de famille gaulliste ou un père de famille communiste, ça se ressemblait. Ça se ressemblait. Comme l'a dit le grand philosophe espagnol que j'aime beaucoup, Ortega y Gasset, l'auteur génial de La révolte des masses, il a eu cette formule extraordinaire. Le droit le plus fondamental des peuples est d'abord celui de rester eux-mêmes. Le droit le plus fondamental des peuples est d'abord celui de rester eux-mêmes. Et Mustafa Kemal, l'ultra-républicain turc qui a imposé les critères du républicanisme français à la Turquie moderne, qui disait « Nous les Turcs, nous ne ressemblons qu'à nous-mêmes. Nous ne ressemblons qu'à nous-mêmes. » Eh bien, on peut le dire à peu près de presque tous les peuples. Les Russes ressemblent aux Russes.
Les Chinois ressemblent aux Chinois, enfin en tout cas ceux du Nord ont des types ethniques qui sont différents de ceux du Sud, mais on voit bien que les Chinois se ressemblent et ne ressemblent pas aux Japonais. Quand en 1965 le général de Gaulle a permis l'établissement des relations entre la France et la Chine. Il a fait une conférence extraordinaire, je vous conseille d'écouter son propos pendant cette conférence. Il a parlé de la race chinoise et ça n'a pas fait un tollé. Vous imaginez aujourd'hui un Macron, un Hollande, un Sarkozy qui parlerait de la race chinoise, le tollé que cela ferait. On nous dit ce mot de race est par définition dangereux parce que ça produit le racisme. Mais race, au 19e siècle et jusqu'en 1950, ça veut dire des gens qui se ressemblent, des gens qui ont une certaine similitude entre eux, que ce soit une similitude culturelle, de représentation, une similitude d'ethnotype. Et c'est cela qu'on appelait race autrefois. Eh bien, aujourd'hui, ces mots sont devenus absolument prohibés, ces mots sont devenus scandaleux, sauf lorsque c'est le parti des indigènes qui parle de leur race à eux, lorsque ce sont des jeunes qu'on appelle blacks, je ne sais pas pourquoi, des jeunes noirs qui veulent parler de leur identité raciale. Alors là, les mêmes qui bizarrement considèrent que le mot de race blanche doit être absolument jeté dans les poubelles de l'histoire, les mêmes viennent très complaisamment écouter, nous dire « Oui, mais quand même, ces petits jeunes ont des problèmes, ils ont un problème de reconnaissance, un problème de discrimination, c'est tout ça qui explique leur sentiment identitaire, leur sentiment, il faut bien le dire, de former un groupe ethnique absolument différent de celui de la majorité des Français. » Donc, je propose en fait une reconfiguration. Je vais vous citer une formule extraordinaire du général de Gaulle que cite Éric Branca dans son dernier livre, qui est paru chez Perrin en mois de mars, qui s'appelle « De Gaulle et les grands ». Éric Branca a écrit un livre extraordinaire sur De Gaulle et les relations entre De Gaulle et Roosevelt et les États-Unis pendant la guerre et après la guerre, qui s'appelait « L'ami américain ». Et Branca a recueilli beaucoup de propos de Gaulle, propos que les gaullistes se sont empressés très souvent, enfin les gaullistes officiels d'aujourd'hui se sont empressés d'oublier. Un jour, un journaliste pose au général de Gaulle une question à propos du maréchal Tito et de la Yougoslavie. Et lui dit « Mais mon général, ça se passe dans les années 60, pourquoi ne rétablissez-vous pas les relations avec le maréchal Tito? Pourquoi n'allez-vous pas le voir? Il est très demandeur, il vous admire beaucoup et il serait désireux d'entamer une relation profonde avec vous. » Et voilà ce que dit De Gaulle. C'est assez extraordinaire, je vous cite, vous allez retrouver vraiment le style incroyable de Gaulle. Tito, un héros national, encore faudrait-il qu'il y ait une nation yougoslave. Il n'y en a pas. Il n'y a que des bouts de ficelle. Le bout de ficelle, c'est Tito. Quand il ne sera plus là, les bouts de bois se disperseront. Extraordinaire formule qu'il sait exactement vérifier. La guerre de l'ex-Yougoslavie, 30 ans après ses propos, sont exactement la vérification de l'intuition du général de Gaulle. La Yougoslavie n'existait pas. Et pourquoi la Yougoslavie n'existait pas? Parce qu'il n'y avait pas de peuple yougoslave. Pourquoi De Gaulle parlait des Russes et pas des Soviétiques? Parce qu'il n'a jamais existé de peuple soviétique. Ce que je crains pour la France, et je suis grave dans mon propos, c'est que nous finissions par un conflit de type yougoslave. C'est-à-dire, la France et le peuple, les populations qui vivent en France, se sont tellement devenues dissemblables du fait d'une immigration historique, inédite, du fait d'un regroupement familial inconscient et inconsidéré, du fait de la prolifération de la double nationalité, de la banalisation de la double nationalité qui crée des dissociations identitaires, des dédoublements de personnalité, comme on l'a vu l'an dernier d'une manière incroyable et scandaleuse avec les manifestations des supporters algériens sur les Champs-Élysées, dans tout Paris. Il se trouve que j'étais là mi-juillet, Paris était vide, c'était fascinant de voir des milliers de jeunes avec des drapeaux algériens, c'était fascinant d'entendre ce que j'ai entendu, et je vais vous dire ce que j'ai entendu, des choses comme « la France, elle est à nous ». Et ça, je peux vous dire que je ne l'invente pas, je l'ai entendu. Donc le malaise identitaire de ce pays, il vient du fait que les élites de ce pays
ne s'identifie plus à une généalogie française, à une culture française, à une histoire française, mais à des valeurs universelles, universalistes, passe-partout, qui fait que tout le monde peut se dire français à partir des valeurs. Moi, j'ai entendu des nationalistes en Corse me dire « Mais nous sommes républicains, nous adhérons aux valeurs républicaines, simplement nous ne sommes pas français. » Donc, il faudra une bonne fois pour toutes que les Français, ceux qui se considèrent comme Français, tout simplement, entament une véritable réflexion sur ce sujet, parce que le malaise identitaire français, il ne va pas passer. Il est fondamental, il est emblématique du chaos politique dans lequel nous vivons, et Macron pédale dans la choucroute complètement. C'est-à-dire que on a tout dit de Macron. Moi, je n'ai pas de haine et d'aversion contre Macron. Je n'aime pas la façon dont certains manifestants, certains gilets jaunes ont parlé de sa femme. Je déteste les attaques personnelles, les attaques intimes. Je déteste ça. Qu'est-ce qu'on peut reprocher à Macron? On ne peut pas lui reprocher son intelligence. On ne peut pas reprocher ses dons. On ne peut pas reprocher sa capacité extraordinaire à passer du français à l'anglais avec n'importe quel chef d'État. Ce qu'on peut lui reprocher, c'est de ne pas savoir ce qu'il pense lui-même. C'est ça le plus grave chez Emmanuel Macron. Un jour, il est ami avec Philippe de Villiers. Il envoie des textos et des SMS à Jean-Marie Bigard. On le voit, il fait des déclarations tonitruantes en expliquant que de toute façon la France c'est un morceau d'Afrique, que les Africains sont chez eux en France. C'est un garçon supérieurement intelligent, mais qui démontre une bonne fois pour toutes, mais on le savait avant, on le savait avec Sarkozy, qui est lui aussi extraordinairement intelligent. C'est pas parce qu'on est très intelligent qu'on a une pensée construite. On peut être très intelligent et ne pas avoir de pensée du tout. Le nombre de philosophes qui nous ont expliqué que il n'y a pas de politique sans, en amont, une philosophie politique. La formule du général de Gaulle, c'est la culture qui commande. Elle n'a jamais été plus actuelle. Quand on s'aperçoit, quand on écoute les hommes politiques français, on est effaré de leur inculture politique, historique, philosophique. Il est effarant de voir quelqu'un comme Emmanuel Macron, aussi intelligent soit-il, qui a travaillé dans la proximité de Paul Ricoeur, être capable d'être aussi flou dans ses propres idées. On ne sait plus ce qu'il pense. Un jour, son ministre Castaner nous fait des déclarations de fermeté, puis le lendemain, il nous dit que finalement l'émotion est plus importante que la loi. Madame Belloubet, qui invite de manière pathétique la sœur de Adama Traoré qui a été assassinée, qui reçoit une gifle en pleine tête parce que cette personne, la sœur de Madame Traoré, de Monsieur Traoré, de Adama Traoré, ne daigne même pas aller à son rendez-vous. Mais à quel niveau de décrépitude symbolique on est tombé? On se souvient avec François Hollande de l'affaire Leonarda, cette affaire grotesque. Quand est-ce que cet État français va-t-il retrouver sa dignité régalienne? Quand est-ce que cet État va retrouver sa dignité régalienne? Il ne la retrouvera que lorsqu'il sera à même de se justifier et de démontrer qu'il est là pour servir le peuple français, son bien commun et son intérêt, ses intérêts historiques et ses intérêts politiques. Or, la République telle que l'évoquent Castaner, Belloubet et tous ces gens-là, sans parler de Sibeth Ndiaye, c'est une République post-nationale. C'est une République post-nationale universaliste, cosmopolitique. Macron, il a été fabriqué là-dedans. Macron, c'est un produit, excusez-moi, je n'ai pas l'habitude de parler d'un être humain comme d'un produit, je parle ici d'un produit intellectuel. C'est quelqu'un qui s'est construit à l'entrecroisement de la social-démocratie et de la démocratie chrétienne. Il s'est construit à la Providence à Amiens, qui était un des bastions de la démocratie chrétienne en Picardie. Et j'ai du respect pour une certaine démocratie chrétienne. Beaucoup de gens de la démocratie chrétienne sont des gens respectables. Mais ce sont des gens qui se sont trompés. Et on le voit aujourd'hui. Avec cette espèce de no man's land politique qui est le nôtre. À gauche, que voit-on? Un paysage complètement dévasté.
le Parti socialiste complètement atone, à peu près détruit. Un Mélenchon qui essaye d'exister de manière pathétique en allant racoler, faire du racolage dans des manifestations identitaires, communautaires, communautaristes, quasiment raciales et racialistes. On le voit, lui qui se considère comme un parangon de la République, céder à une tendance qui a toujours existé dans le socialisme français, qui est la tendance de Marceau Pivert. Je ne sais pas si beaucoup de gens se rappellent qui était Marceau Pivert. Marceau Pivert, c'était l'aile gauche de la SFIO dans les années 36-37, qui était un militant pacifiste. Et c'était un militant pacifiste qui était très proche des idées trotskistes. Et Mélenchon m'évoque beaucoup Marceau Pivert. C'est-à-dire que Mélenchon, il faut se rappeler qu'il a été formé intellectuellement et chez les lambertistes, qui sont des trotskistes très dogmatiques, et par le Grand Orient de France. Et si vous faites la synthèse de l'universalisme du Grand Orient de France et de l'internationalisme des trotskistes lambertistes, vous avez cette espèce de magma universaliste, internationaliste, qui fait que pour Mélenchon, on est français dès qu'on adhère à la Révolution française. Mais alors, à ce moment-là, que deviennent les Français qui se moquent éperdument de la Révolution française? Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Et Mélenchon drague, on le sait, excusez-moi de la trivialité de mon propos, les minorités qui sont en rupture de banc avec ce pays. Et je pense qu'il va y avoir une scission et probablement un conflit très violent à l'intérieur de la France insoumise parce que tout le monde n'est pas sur sa ligne idéologique. À droite, que voit-on? On voit une Marine Le Pen qui maintenant se drape dans les oripeaux du gaullisme, qui rompt avec les origines idéologiques de son parti. Il n'y a pas de raison de lui jeter la pierre. Les thématiques du Rassemblement national sont en effet, en tant que thématiques, dans le prolongement d'un certain gaullisme de droite qui existait à l'époque où le général de Gaulle a fondé le RPF. On retrouve cette filiation nationaliste, un peu bonapartiste, populiste, étatiste, souverainiste. Il n'y a rien à reprocher à Marine Le Pen sur ce sujet, dans le sens où c'est ridicule de l'accuser d'être d'extrême droite alors qu'elle rompt avec les sources de l'extrême droite. Le problème de Marine Le Pen, tout le monde le sait, c'est son déficit de crédibilité. Je ne vais pas m'attarder, encore une fois, je déteste attaquer les gens personnellement, mais elle a un très lourd déficit de crédibilité, à la fois sur ses compétences et sur ses convictions. Ensuite, il y a le magma d'une droite qui ne sait plus où elle est. Christian Jacob n'arrive pas visiblement à rompre avec le chiracisme. Or, le chiracisme, qu'est-ce que c'est d'autre que la rupture avec le gaullisme historique? On sait très bien que Chirac n'a jamais été gaulliste. Quoi qu'en dise Tillinac, Chirac n'a jamais été gaulliste. Et encore, je pense que Tillinac reconnaît qu'au fond, Chirac était plus radical-socialiste que gaulliste. Or, le radical-socialisme, quand on réfléchit, c'est l'antithèse du gaullisme. C'est le contraire du gaullisme. Autour de Jacob, il y a des gens qui essayent de tenir un propos consistant, qui ont une consistance. Je pense à quelqu'un comme Guillaume Larrivé, je pense à Bruno Retailleau, qui a une consistance, il y en a d'autres, mais malgré tout, il y a quand même un vaste désert. Et pourquoi ce désert? Parce que quand on a, pendant des années, fait l'impasse sur la réflexion, sur la pensée politique, sur la philosophie politique, eh bien, on aboutit à cette espèce de désert. Par ailleurs, comme l'ont montré Zemmour et beaucoup d'autres, il y a en France un véritable clivage pratiquement anthropologique entre une droite populaire, populiste, et une droite bourgeoise. C'est quelque chose de très fort en France. Je ne connais pas assez l'Italie pour savoir si c'est aussi fort en Italie, mais en France, ça prend des proportions extraordinaires. C'est-à-dire que vous avez en France un sentiment d'étrangeté radicale entre le milieu conservateur, catholique principalement, qui a été à la base de la mobilisation contre le mariage pour tous, et le milieu populaire populiste,
qui a été à la base de la mobilisation des Gilets jaunes. Or, malgré tout, malgré ce clivage social et anthropologique incroyable, vous pensez la France, pays de la République, pays de l'égalité, pays de la fraternité, on voit bien qu'il n'en est rien. Malgré ce clivage, il y a une certaine continuité thématique. D'une certaine manière, les Gilets jaunes, les gens qui aspirent à travailler mieux, à travailler plus en France, ils aspirent à une certaine démondialisation, à un certain arrêt de la mondialisation. Cette bourgeoisie catholique conservatrice qui a lancé la bataille contre le mariage pour tous, c'est souvent, parfois, une bourgeoisie qui est enracinée en France et qui ne voit pas forcément d'un très bon œil la mondialisation libérale, avec tout ce que ça entraîne comme phénomènes sociaux qui relèvent de l'anomie. Et je terminerai ma réflexion, mon travail, ma conférence par une réflexion sur l'anomie. Je crois qu'il est très important de comprendre que la société française aujourd'hui est menacée d'une sorte de chaos. Ce chaos, il est intellectuel, il est idéologique. Les gens ne savent plus ce qu'ils pensent et d'une certaine manière, le capitalisme mondialisé arrivé au stade où il est aujourd'hui favorise ce chaos. Et c'est pourquoi je pense que le parti patriote, le parti patriotique, souverainiste de droite, et aussi certains souverainistes de gauche, comme Michel Onfray, qui vient de fonder Front Populaire, un titre que je n'aime pas du tout, son journal, mais malgré tout, il faut bien constater que quelqu'un comme Michel Onfray s'est rapproché des positions traditionnelles des souverainistes. Michel Onfray, il y a 10 ans, aurait été un ennemi complet, radical, de quelqu'un comme Philippe de Villiers. Je pense qu'il n'aurait même pas pu échanger 3 mots. Eh bien aujourd'hui, il y a quand même un certain rapprochement. Je pense que ce rapprochement est bon signe. Il y a aujourd'hui un parti national ou patriote, appelons-le comme on veut. Ce parti, il faut absolument le constituer. Il faut sortir des chapelles, il faut qu'il y ait un continuum entre les différentes tendances de la société française qui vont dans ce sens. Parce que la fracture, elle est là, elle nous attend. Il y a ceux qui se battent pour que ce pays continue à s'appeler la France d'ici 30 ans et continue à se ressembler. Et il y a ceux qui sont nos ennemis au sens de Carl Schmitt. Nos ennemis, pas au sens individuel, au sens où nous les détestons individuellement, personnellement, mais au sens où ils veulent faire de ce pays une réalité qui nous déplaît et contre laquelle nous combattons. Ces ennemis, on les trouve dans 3 camps. Le parti indigéniste et la gauche radicale. Il faut savoir que ces gens-là et la gauche radicale, c'est une continuité. La gauche radicale a toujours trahi la France, toujours. Depuis 1914, depuis la défaite de 18, l'internationalisme a toujours pris le dessus chez eux sur le patriotisme. Il n'y a plus de gauche radicale jacobine. Il y avait une gauche radicale jacobine pendant la Commune de Paris, elle a disparu. La gauche radicale, après 1918, a été soit philo-soviétique, soit philo-trotskiste, soit dans les années 50-60, philo-maoïste. Je rappellerai juste un fait qui est choquant et qui est énorme et qui est très peu connu. Ce fait est dévoilé par Christophe Nick dans son livre sur les trotskistes, publié il y a quelques années. Figurez-vous que l'internationale trotskiste, la 4e internationale, mais aussi les lambertistes, en 1944, au moment du débarquement anglo-américain sur les plages de Normandie, les trotskistes ont proclamé leur neutralité. Ils ont refusé de prendre parti entre le camp de l'Axe, celui de l'Allemagne d'Hitler, et le camp occidental européen. Pourquoi ? Parce qu'ils refusaient de se battre, d'approuver des armées qui étaient impérialistes et coloniales. Donc il faut savoir qu'il y a une continuité dans la gauche radicale, une continuité dans la trahison. Et il est extrêmement grave que quelqu'un comme Mélenchon, qui se proclame patriote, flirte avec ces gens. Voilà notre premier ennemi.
Nous avons un deuxième ennemi, ce sont les libéraux mondialistes. Il faut les combattre avec la plus grande fermeté. Ces gens-là se réclament sans honte, sans vergogne de Tocqueville. Ils se réclament sans honte, sans vergogne de Raymond Aron. Alors maintenant, je rappellerai une simple position de Raymond Aron. Je ne suis pas aronien, je ne suis pas libéral républicain, je me définis comme un conservateur et un souverainiste. Mais au moins respectons la mémoire de Aron. En 1967, Raymond Aron, quand il publie son livre « Israël, De Gaulle et les Juifs » et qu'il s'en prend à De Gaulle par livre interposé pour la seule fois de sa vie, Raymond Aron proclame deux choses. J'ai pris conscience de ma judéité, je suis solidaire d'Israël, j'ai une solidarité émotive, émotionnelle que je ne peux pas définir intellectuellement, c'est un fait. Mais je refuse la double nationalité franco-israélienne. Je suis un citoyen français et un patriote français. Voilà qui était Aron, qui était absolument opposé à toutes les doubles allégeances. Il aurait été opposé aujourd'hui à la double nationalité algérienne, à la double nationalité marocaine, à la double nationalité franco-israélienne, à la double nationalité franco-malienne, etc. J'en passe, etc. Donc, ces libéraux mondialistes, j'en en cite personne, mais vous pourrez savoir, vous pouvez imaginer à qui je pense. Je pense qu'il faut les combattre. Il faut les combattre courtoisement, parce qu'il y a parmi eux des gens qui croient, qui sont tout à fait respectables. Mais ces gens-là n'ont qu'un mot à la bouche. D'un côté, il y a la démocratie libérale, de l'autre, il y a les démocratures. Les ennemis, les grands méchants, c'est Poutine, c'est Erdogan, c'est tous ces gens-là. Et nous, nous sommes les gentils. Pas la moindre réflexion civilisationnelle sur l'avenir de l'Occident et sur l'anomie provoquée par le capitalisme mondialisé. Voilà le deuxième camp qu'il faut combattre. Et je crois aussi qu'il faut aussi, sans les combattre, en essayant de les comprendre, mais en essayant de les raisonner, essayer de faire comprendre aux petits jeunes qui s'engagent dans une impasse ultra-identitaire, ultra-blanche et quasiment racialiste, qu'ils se trompent. Ce sont des patriotes qui d'une certaine manière, s'égarent. J'ai connu des petits jeunes de la génération identitaire, ce sont tout à fait des gens tout à fait sains, mais ils se trompent parce qu'ils tombent dans le piège du racialisme, qui est celui du cran et du communautarisme africain, en France. Ils se trompent. La nation française est ethnocentrée. Le peuple français est un composé de peuples européens, mais qui a su accueillir des Français d'origine non européenne. Il y a parmi les Français patriotes des Français d'origine kabyle, il y a parmi les Français patriotes des Français d'origine africaine, il y a des Français patriotes, parmi les Français patriotes, des Français d'origine de toutes origines. Donc, nous sommes un peuple européen, mais avec des minorités qui proviennent de l'outre-mer, à commencer par l'outre-mer, et qui ne sont pas blancs. Et ces gens-là, nous allons les perdre si nous nous bloquons sur ces questions de couleur de peau. Et je voudrais juste terminer par cette petite réflexion. On peut admettre la notion de race si on considère que ce qu'on appelle race, que Jacques Péguy appelait race, c'est une forme d'hérédité spirituelle qui s'exprime à travers des représentations, une sensibilité et une culture. Bien sûr, le racisme, c'est autre chose. Le racisme, c'est l'affirmation, la primauté, la suprématie d'un groupe humain sur les autres. Il n'y avait pas de racisme organisé en France, de racisme organique en France. Je n'accuse pas du tout les petits jeunes gens de génération identitaire d'être racistes. Ils sont identitaires, ils sont traumatisés par la violence et l'agressivité des identitaires d'origine antillaise ou africaine, et ils réagissent comme ils peuvent. Mais ils devraient réfléchir au fait qu'ils tombent dans un piège, et ce piège, c'est celui du mimétisme. Comme le disait Jacques Bainville, la France est mieux qu'une race, c'est une nation. Une nation principalement composée de peuples européens, mais une nation. C'est-à-dire une histoire, une généalogie. Je voulais terminer sur l'idée que l'obsession de la race est par définition une impasse dangereuse qui ne peut provoquer à terme que le chaos et la régression. Et
je voudrais terminer aussi sur l'idée que ce problème racial qu'on est en train de créer en France, c'est la gauche qui en a la plus grande responsabilité. Pourquoi? Et je terminerai là-dessus. C'est la gauche qui a liquidé son héritage républicain ces 30 dernières années, comme l'a montré le philosophe politique Marc Lilla, américain, qui a écrit un livre il n'y a pas très longtemps sur la gauche identitaire. Je montre dans mon livre, et c'est aussi un des chapitres les plus singuliers de mon livre, les grands penseurs français que sont Michel Foucault et Bourdieu ont complètement liquidé l'héritage républicain. Ils l'ont liquidé parce qu'ils ont mis en avant la subjectivité identitaire. Et donc ils ont montré que finalement l'universalisme républicain avait une sorte de point aveugle. Et que ce point aveugle, finalement, c'était relevé d'une forme de domination et de suprématie de l'Occident sur les autres peuples. Alors forcément, aujourd'hui nous avons des organisations comme le CRAN, nous avons des organisations comme le Parti des indigènes qui se réclament de Bourdieu, de Foucault ou alors de Judith Butler pour expliquer que la France est un pays de mystification parce que la République ne peut pas être universelle, elle est forcément blanche. Je réponds à cet argument ceci. Il faut inverser le raisonnement. Nous sommes un pays de culture, de civilisation. Notre argumentation doit être culturaliste d'abord. La France, c'est d'abord une culture. La culture républicaine est partie intégrante de la culture française. Mais ce n'est pas la culture républicaine qui définit la France. C'est-à-dire que les indigénistes qui ont lu Bourdieu, qui ont lu Foucault, ont senti la faille dans l'argument des universalistes républicains. Ils ont senti le talon d'Achille et ils se sont engouffrés dans ce talon. Et effectivement, cette faille existe. Effectivement, quand les universalistes républicains définissent la France à partir de valeurs, ils leur donnent du grain à moudre. Ils leur donnent du grain à moudre. Parce que tous ces gens qui ont lu Foucault et Bourdieu, ils n'en ont rien à faire des valeurs de la République. Pour eux, il n'existe que des rapports de pouvoir et des rapports de domination. Ils ne croient pas à cette notion de valeur. Et là-dessus, ils prennent le dessus dans l'argumentation. C'est là qu'ils sont forts. Il n'y a qu'une manière de les contrer. La seule manière de les contrer, c'est de leur dire « être français, ce n'est pas d'abord un problème de valeur, ce n'est pas une affirmation de valeur, c'est d'abord une affirmation culturelle, c'est une affirmation affective, émotive, c'est simplement considérer qu'on est français parce qu'on a un rapport de familiarité avec ce pays, et vous, ce rapport de familiarité, vous ne l'avez pas, ou vous ne l'avez en négatif, vous l'avez dans l'hostilité, vous l'avez dans le ressentiment. Le rapport que vous avez avec ce pays, c'est un rapport de ressentiment. Et pourquoi? Parce que vous provenez des peuples qui ont été colonisés par la France et vous considérez que la France est votre débitrice, que la France a une dette envers vous. Et c'est pour ça que vous développez toute une argutie sur le fait que vous êtes colonisé. Mais c'est vous qui nous colonisez avec vos arguties qui proviennent des campus américains. Quand vous écoutez des jeunes blacks, comme ils s'appellent eux-mêmes, qu'est-ce qu'ils écoutent comme musique du matin au soir? Ils écoutent du rap. Ils n'écoutent pas de la musique classique française, ils écoutent du rap. Ils sont américains dans leur tête. Et ce n'est pas un hasard s'ils ont réagi d'une manière pavlovienne avec l'affaire qui s'est produite aux États-Unis et qui n'a rien à voir avec la France. Cette personne qui a été tuée par un policier blanc, il a été tué et la façon dont il a été tué est évidemment honteuse. Mais quel rapport avec la situation française? En France, le problème est l'inverse des États-Unis. Aux États-Unis, les Noirs américains, ils sont totalement américains. Ils se sentent américains. Ils ne sont pas franco-maliens ou franco-ivoiriens. Ils ne sont pas franco-maghrébins. Ils ne sont pas franco-algériens. Ils ne sont pas franco-marocains ou toute autre chose. Ils sont américains. La double nationalité n'existe pas aux États-Unis. La fracture aux États-Unis, ce n'est pas le colonialisme. Ce n'est pas le passé colonial d'un pays, les États-Unis, qui n'a pas de passé colonial. C'est une fracture raciale liée à l'esclavage qui n'a jamais été totalement résorbée. Mais nous, ça n'a rien à voir. C'est l'inverse. Nous sommes un pays qui a colonisé et la fracture, elle est psychologique et coloniale. Elle n'est pas anthropologique. Là-bas, la fracture est anthropologique et elle est raciale. Chez nous, elle est psychologique. C'est une fracture de type postcolonial et c'est lié à nos représentations. Et la gauche, elle a
Elle a joué un jeu diabolique dans cette affaire, à partir de SOS Racisme en 1983, manipulé par François Mitterrand, quand la SOS Racisme, Globe, la revue de Georges-Marc Benamou, Pierre Berger, tous ces gens-là sont allés voir les jeunes de banlieue en leur disant « Vous avez le droit à la différence, bien sûr que nous vous devons, bien sûr que vous avez été dominés, exploités, opprimés, vous devez demander vos droits à la France. » Donc cette gauche-là, c'est elle qui a créé cette fissure, cette fracture. Elle a beau jeu maintenant. Le SOS Racisme a beau jeu maintenant nous expliquer qu'ils sont universalistes et républicains. D'ailleurs, ils ne savent plus que dire. Ils sont universalistes et républicains et en même temps, ils sont pour le droit des minorités, les affirmations, la discrimination positive. Et on ne peut pas être les deux. On ne peut pas être les deux. Donc le problème, il est insoluble. Il n'est soluble que si nous avons le courage de dire à ces jeunes, c'est simple, ou vous êtes français, ou vous êtes malien, ou vous êtes français, ou vous êtes algérien, ou vous êtes français, ou vous êtes marocain. Mais vous n'êtes pas les deux à la fois. Vous n'êtes pas français pour la question des droits et pour obtenir des droits, et ensuite affectivement, émotionnellement, africain, malien, algérien ou marocain. Donc je crois que la droite, mais pas seulement la droite, tout le clan, tout le parti patriotique sonnerait à mettre sur le devant de la scène un grand débat sur cette question de la double nationalité, parce que c'est déjà très difficile d'être citoyen dans un pays. C'est déjà très difficile d'être citoyen de son pays, surtout dans un pays qui va aussi mal que la France. Il est incroyable que des gens qui ont la double, la triple nationalité, je pense à Esther Benbassa, qui a la nationalité turque, française et israélienne, qui est écologiste, député ou sénateur écologiste, venir nous donner des leçons d'intégrité républicaine. C'est cela qui est insupportable, et je crois là-dessus que nous avons un boulevard, les patriotes, les souverainistes, les gaullistes, nous avons un boulevard parce que nous avons raison, historiquement, et je crois que nous devons avoir le courage d'aller au fond des choses pour essayer d'éviter le chaos et la guerre civile. Si vous souhaitez vous procurer les ouvrages mentionnés dans cette vidéo, rendez-vous dans les liens en description.